Il est 15 heures, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République en marge du sommet de la TICAD donc au Japon s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien. Et toujours durant ce sommet, le président de la République a visité l'exposition Exhibition qui s'est tenue toujours à Yokohama. Et incendie en Afrique centrale, plus de 10 000 feux recensés en 48 heures en République démocratique du Congo et en Angola. Voilà pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président Ismaël Omar Guelleh, à l'heure du sommet de la TICAD 7, rencontrait le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Une rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance fraternelle et la coopération bilatérale et l'intégration régionale ont été au centre des discussions entre les deux dirigeants. Les deux dirigeants donc ont saisi l'occasion pour s'entretenir de plusieurs sujets. Le président Guelleh et le Premier ministre Abiy ont soulevé les voies et moyens susceptibles encore de renforcer les relations entre les deux pays. Et ce troisième jour, donc, qui est aussi la clôture de la TICAD, le chef de l'État a visité donc les stands de l'Exhibition Expo. Une exhibition donc a été un moment fort où les différents pays africains et les entreprises japonaises ont présenté leurs produits, leurs technologies et les différents services. Une visite où le chef de l'État a vu de très près les dernières technologies que propose le marché japonais. Le président donc a visité le stand de Djibouti. Ce stand présentait des opportunités d'investissement à Djibouti, mais aussi ses atouts en d'autres termes, un éclairage nouveau sur les actifs et les potentialités que notre nation peut offrir à la fois pour lui-même, mais aussi pour le reste du monde. Cette visite du président s'est terminée avec une photo de famille et des responsables de cette exposition intitulée Exhibition. Et après la visite du président de la République, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Al-Aïta Ali, a signé un mémorandum d'entente avec le président directeur général de la société Workspace, Toshihiro Kameda. Workspace développe des satellites ou encore des nanosatellites. C'est une société qui a été fondée en juin 2016 par le PDG Toshihiro Kameda, 49 ans, professeur associé à l'université de Tsukuba. Avec des étudiants de l'université, il crée donc et développe des satellites qui sont devenus la pierre angulaire de la société. Et à l'issue de cette cérémonie de signature, l'ambassadeur Al-Aïta nous a éclairé sur ce mémorandum et en quoi il sera bénéfique pour la République de Djibouti. Le mémorandum d'entente fait suite à la visite de cette société à Djibouti, où elle a déjà rencontré aussi le directeur général de Djibouti Telecom ainsi que le président de Free Zone Authority. Et il a été décidé, et sur instruction du président, que nous avancions dans ce domaine de nouvelles technologies, la connectivité. C'est vraiment le thème de la TICAD. Et donc, le mémorandum a été signé. Le président a visité aussi le stand, aussi bien de Djibouti que celui-ci. C'est surtout pour répondre à l'attente qui est créée maintenant par notre pays, à savoir de servir de point d'ancrage pour tout ce qui est nouvelle technologie, aussi bien que financier ou autre. Mais en tout cas, ça concerne la vision du président, ça concerne la jeunesse, et nous voulons mettre en place cette satellite qui pourra nous donner la possibilité d'être en contact et d'avoir des données qu'il est difficile d'avoir par ailleurs, des données aussi bien sur l'environnement que sur aussi bien l'eau, tout ce qui est nécessaire pour le développement du pays.
Également dans l'actualité, une signature de mémorandum d'entente tripartite pour les périmètres agro-pastoraux de démonstration s'est tenue à Demerjoug, organisé par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Cet atelier avait pour objectif la mise en place de 10 périmètres agro-pastoraux de démonstration à raison de 2 régions. Les objectifs de la présente mission sont d'expliquer aux agro-éleveurs propriétaires de périmètres agro-pastoraux de démonstration le contenu du mémorandum d'entente tripartite entre le ministère de l'Agriculture, la FAO et le PAD avec la participation des autorités locales. Ce séminaire a été présidé par le sous-préfet de Demerjoug, Abdi Chakib Nour, et du coordinateur du projet, Fallou Ngueye, et du directeur de l'agriculture et des forêts, Mourtar Mahmoud, ainsi que des agro-éleveurs de la région de Demerjoug. D'avoir une productivité maximale sous notre environnement, sous le climat djiboutien et notre savoir-faire aussi. Écoutons à présent l'intervention du coordinateur des projets FAO à Djibouti. La manifestation s'inscrit dans le cadre des activités du projet REPROVA, qui signifie renforcement de la productivité des productions végétales et animales à Djibouti. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par la FAO et le ministère de l'Agriculture. Et ce projet vise à améliorer la productivité des productions végétales et animales, comme son intitulé l'indique. Donc, c'est-à-dire que pour unité de production donnée, l'agroéleveur est en mesure de produire beaucoup plus et de manière durable. Le principe des périmètres agro-pastoraux de démonstration, c'est un outil très important qui est une partie intégrante du projet REPROVA. Les périmètres agro-pastoraux de démonstration ont été sélectionnés 2 par région, donc on a 2 fois 5, 10 dans tout le pays. Et dans le but d'améliorer et de promouvoir les activités des centres de développement communautaire, la direction des CDC a organisé cette semaine une journée porte ouverte sur l'esplanade des différents CDC de Djibouti. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, cet événement a été l'occasion pour les jeunes qui ont une nouvelle fois répondu massivement à l'appel de découvrir dans un esprit fraternel et convivial des multiples activités sportives comme le ping-pong, les jeux d'échecs ou d'autres jeux de société. Cette journée porte ouverte a également été l'occasion pour les responsables des CDC de détecter des jeunes talents et d'inscrire de nouveaux adhérents. À la fin de cette belle journée qui s'est soldée par un grand succès, les enfants ont exprimé leur joie d'être très agréablement accueillis et assistés par les directeurs, les animateurs et de nombreux bénévoles. La 9e journée des Jeux africains de Rabat a été chargée et décisive pour Djibouti car l'ensemble de ces athlètes étaient engagés dans des épreuves qualificatives pour les finales. En 1500 mètres hommes, la vedette djiboutienne Ayale Suleiman et l'expérimenté Hiss Bachir se sont qualifiés pour la finale qui est programmée pour le 30 août, aujourd'hui à 17h40 heure de Rabat. Les podiums de cette finale de 1500 mètres se joueront naturellement entre les pays de la Corne de l'Afrique et précisément entre Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée et le Kenya. Et quant aux filles, la jeune Kadra Dembil s'est qualifiée pour les 1500 mètres dames en rejoignant la flèche montante de l'athlétisme djiboutienne Zoura Ali, qualifiée elle aussi pour les 800 mètres dames. Ces 2 djiboutiennes vont courir leur finale respective demain, aujourd'hui à partir de 16h30 heure de Rabat. Également Ibrahim Hassan Bouh, qui est engagé dans les 5000 mètres hommes, va courir sa finale aujourd'hui. Et enfin, le triple champion du CI Marathon de Djibouti édition 2012, 2013 et 2014, l'infatigable Moumingele va courir le semi-marathon de ces 12e Jeux africains de Rabat à partir de 8h, heure de Rabat. Après une longue blessure, notre coureur de fond est sa meilleure de forme après une préparation dans les montagnes de Sululta. Suite à la qualification des athlètes djiboutiens pour les finales de 800 mètres, 1500 mètres hommes et 1500 mètres femmes, et 5000 mètres et de Moumingele pour le CI Marathon, le directeur des sports et chef de la délégation et la vice-présidente du comité national olympique de l'ACNOA se sont déplacés officiellement au village des Jeux pour féliciter les athlètes djiboutiens durant leurs prestations et de les encourager pour la suite, c'est-à-dire les finales qui vont disputer aujourd'hui.
Également dans l'actualité, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok s'est déplacée dans la journée du 28 août dans plusieurs localités reculées de la région d'Obok pour prodiguer des soins à la population. Et avec à son bord et comme chef de mission le docteur Ibrahim Dimio, le médecin-chef de la région sanitaire. L'équipe a commencé tôt le matin par la localité de Guéherré. Par la suite, ils ont visité la localité de Korangar, Hamar, Mulhoulé, jusqu'à la frontière du pays, au fin fond de la localité de Bissidro, où l'armée nationale les a escortés pour la sécurité. Les soins prodigués étaient donc concentrés sur la consultation des adultes, des enfants et des femmes enceintes qui ont bénéficié des médicaments et des conseils de la part du médecin-chef. Il faut noter également la présence des infirmiers diplômés d'État dans l'équipe qui ont procédé donc respectivement à la vaccination et au dépistage de la malnutrition des enfants. Les bénéficiaires ont tenu donc à remercier le ministre de la Santé pour sa politique de la santé de proximité qu'il entreprend à travers les sorties des équipes mobiles dans les coins les plus reculés du pays. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, la brigade de douane de PK51, en étroite collaboration avec la brigade de la gendarmerie de PK51, a intercepté un bus en provenance d'Ali Sabieu transportant d'importantes marchandises de contrebande de Kat. Ont été saisies dans cette affaire une marchandise de Kat que les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la capitale. Également, la brigade des douanes de PK51 a mis la main sur une marchandise de contrebande composée de cigarettes, de cartons de cigarettes de marque Benson, des médicaments pharmaceutiques, des produits cosmétiques pour femmes. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Entré dans la clandestinité depuis un an, Ivan Marquez, ancien numéro 2 du groupe armé colombien FARC, a annoncé hier dans une vidéo qu'il reprenait les armes aux côtés d'autres chefs rebelles. Ce dernier dénonce l'accord de paix en Colombie. En réaction, le président Ivan Duque, qui a tenté de modifier l'accord de paix selon lui trop laxiste envers les anciens guérilleros, a annoncé une offensive. J'ai ordonné la création d'une unité spéciale afin de poursuivre ces criminels avec des capacités renforcées de renseignement, d'enquête et de mobilité sur tous les territoires colombiens, a-t-il déclaré depuis le palais présidentiel Casa Nariño à Bogota. Ivan avait été le chef de la délégation des FARC aux négociations de paix menées à Cuba de septembre 2012 à l'été 2016 avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos. Après la signature de l'accord de paix, les FARC s'étaient transformés en parti politique, des centaines de rebelles se plaçant toutefois progressivement en marge du processus visant à mettre fin à un demi-siècle de conflit armé. Mercredi, une ONG experte du conflit armé avait alerté sur une nouvelle guérilla probablement en cours de création, une guérilla comptant des milliers d'ex-combattants des FARC et dirigée par deux chefs rebelles qui s'étaient mis en marge de l'accord de paix. L'ouragan Dorian menace la Floride. Donald Trump annule sa visite en Pologne. Le président américain a annoncé donc hier l'annulation de son voyage en Pologne en raison de l'ouragan Dorian qui se dirige vers les Bahamas et pourrait frapper donc lundi les côtes de Floride où l'état d'urgence a été décrété. L'ouragan Dorian se renforce encore dans les Caraïbes après être passé au nord de Porto Rico. Donald Trump, qui devait se rendre en Pologne, a annulé son voyage et par la suite donc Dorian, qui se renforçait dans les Caraïbes après être passé au nord de Porto Rico, est devenu dans la nuit de jeudi à vendredi un ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5 avec des vents jusqu'à 160 km/h selon le Centre national des ouragans. Incendie en Afrique centrale, plus de 10 000 feux recensés en 48 heures en RD Congo et en Angola. Une carte de la NASA montrant les nombreux incendies en Afrique centrale inquiète. Mais si ces feux sont ordinaires à cette période et dus à l'agriculture locale, la déforestation reste massive dans la région, abondamment relayée depuis que les incendies font rage en Amazonie. Une carte satellitaire de la NASA montre en rouge donc incandescent la zone des départs de feu de l'Atlantique donc à l'océan Indien, au niveau du Gabon et de l'Angola. Le sud de l'Afrique brûlerait-il encore plus intensément que l'Amazonie, communément donc comparé comme étant le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. La forêt du bassin du Congo couvre une superficie d'environ 2 millions de kilomètres carrés sur plusieurs pays et comme l'Amazonie absorbe des tonnes de CO2.
Et enfin, un sport pour clore cette édition Ligue des Champions. Le PSG hérite du Real, Lyon du Benfica et Lille de l'Ajax. Les clubs français ont échappé au pire lors du tirage au sort de la phase du groupe de la Ligue des Champions. Le PSG retrouvera le Real Madrid et Lille devra batailler contre l'Ajax, Chelsea et Valence. L'Olympique lyonnais a, lui, été épargné. Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions a plutôt épargné les clubs français, même si Lille s'en sort moins bien que le PSG et Lyon. Les Parisiens devront aller chercher leur billet pour les huitièmes dans un groupe A dans lequel ils retrouveront le Real Madrid de Zinedine Zidane, le FC Bruges et le champion de Turquie, le Galatasaray. Une tâche à la portée des coéquipiers de Kylian Mbappé, même si la double confrontation contre les Madrilènes peut sembler difficile. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.